Voilà, et avant cela, on vous propose un échange de quelques minutes autour de la menace qui pèse désormais sur le nord de l'Europe, plus précisément la Scandinavie et les pays baltes. Est-ce que ces pays-là doivent désormais considérer la Russie comme un voisin encombrant ou menaçant, un agresseur potentiel? Et est-ce que la Russie pourrait ou pas, dans les prochains mois, ouvrir un front dans la région de la mer Baltique? On va poser ces questions à Nicolas Gosset. Il est chercheur au Centre d'études et de sécurité et de défense à l'Institut Royal de Défense, et à Federico Santopinto, qui est chargé de recherche, lui, au GRIP. Le GRIP, c'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Deux informations récentes, peut-être, pour poser le contexte, si vous voulez bien, messieurs. D'abord, la décision par le gouvernement finlandais d'installer des clôtures le long de certaines pans de sa frontière avec la Russie. Et puis, deuxième information, une proposition déposée à la Douma, le Parlement russe, un projet de loi qui viserait à annuler l'indépendance de la Lituanie, qui date de 1991. Ce sont deux petites informations pour voir le contexte dans lequel on se trouve. Nicolas Gosset, je commence avec vous. Ces signaux de radicalisation ou de tension qui montent, on doit les prendre au sérieux ou c'est juste de la gesticulation à ce stade? Alors écoutez, c'est certain que dans les pays baltes, ces messages sont vécus d'une manière particulièrement significative parce que quand on raisonne depuis l'Europe de l'Ouest de la Belgique, on ne perçoit évidemment pas la menace russe de la même manière que chez les Baltes, d'une manière encore plus significative que chez les Scandinaves. Les deux contextes sont vraiment singuliers et différents. Alors pour ce qui est de la disposition prise par la Douma que vous mentionnez, bon, je laisse chacun maître de considérer en quoi un parlement étranger est libre de disposer de l'indépendance de son voisin. Donc effectivement, c'est de la gesticulation politique de la part du Parlement russe, mais ça envoie un message qui ne contribue pas à apaiser le sentiment vécu dans les capitales baltiques sur l'idée que si la Russie devait triompher dans son agression en Ukraine, ils seraient potentiellement les suivants sur la liste. Alors, on est là au niveau des perceptions, pas nécessairement la réalité, mais la sécurité est une matière de perception aussi. Donc, il est évident que pour ces trois pays, il y a des enjeux importants qui se jouent en termes de renforcement de leur sécurité et des garanties qui sont fournies aux capitales baltes par les alliés de l'OTAN, notamment. Ouais, il faut rappeler, donc Lettonie, Estonie, Lituanie, tous les trois membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Federico Santopinto, peut-être même question, est-ce que vous sentez vous aussi qu'il y a une crispation qui monte et qu'on commence à se regarder en chien de faïence? Est-ce que tout ça est juste une perception diplomatique ou est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter si on habite par exemple dans les pays baltes ou peut-être aussi en Finlande? Alors je pense que si on habite dans les pays baltes, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Parce que, à cause de tout ce qui se passe en Ukraine et avant cela en Géorgie, il est clair que la Russie a une attitude menaçante vis-à-vis de ses voisins. Ces pays étaient membres de l'Union soviétique et donc il y a de fortes raisons de s'inquiéter. Mais comme l'a dit Nicolas, je suis d'accord sur le fait que il faut distinguer la situation des pays baltes des pays scandinaves parce que les pays baltes ont subi l'occupation russe pendant très longtemps, ce qui n'est pas le cas pour les pays scandinaves. Et donc, et surtout dans ce contexte, il y a aussi la question de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN qui risque de crisper ultérieurement les relations avec la Russie. Cette demande d'adhésion a été faite pour avoir des garanties supplémentaires de sécurité par rapport à une attitude agressive des Russes vis-à-vis de leurs voisins. Et il est clair que ça pourrait être un peu un prétexte pour les Russes pour remettre en question certains événements du passé, comme l'indépendance dans les années 90, au début des années 90, des pays baltes. Donc, effectivement, je pense que les pays baltes ont certaines bonnes raisons de s'inquiéter. Ceci dit, je ne pense pas que la Russie ait la capacité militaire de remettre en cause l'intégrité territoriale tant des pays baltes que des pays scandinaves. Ouais. Et on va rappeler que dans les républiques baltes, il y a aussi des minorités russophones. C'est un petit peu un scénario qui peut rappeler ce qui s'est passé dans le Donbass ou en Crimée. Je reste avec vous, monsieur Santopinto. Justement, le fait que la Suède et la Finlande aient demandé leur adhésion à l'OTAN, et qu'elles aient de bonnes chances de l'obtenir. Est-ce que ça renforce l'idée, cette fois-ci peut-être côté russe, au niveau de la perception, qu'on est maintenant dans une logique de bloc contre bloc ?
Mais ces deux pays ont demandé l'adhésion à l'OTAN parce qu'ils ont peur de la Russie. La Russie fait peur à ses voisins et donc les voisins de la Russie veulent avoir la garantie de l'OTAN et surtout la garantie des États-Unis, une garantie que l'Ukraine ni la Géorgie n'ont et qu'ils ont payé. Donc il y a certainement une crispation, mais c'est une crispation qui est causée finalement par Moscou parce que c'est Moscou qui crée ce besoin d'OTAN chez ses voisins. Et donc là, il y a aussi un malentendu, un cercle vicieux, comme souvent dans les situations conflictuelles en relations internationales. C'est-à-dire que le comportement d'un pays suscite une réaction d'un autre pays qui suscite encore une réaction du premier pays et ça tourne en boucle en alimentant de fortes tensions. Excusez-moi. Alors, je voudrais poser une question à Nicolas Gosset. Je voudrais qu'on parle un instant, si vous voulez bien, Nicolas Gosset, de l'enclave de Kaliningrad. Autrefois, on l'appelait Königsberg. C'est cette enclave qui est coincée entre la Lituanie et la Pologne. C'est un territoire russe. C'est pas très grand, il y a 1 million d'habitants, mais c'est devenu vraiment un territoire très militarisé. On dit que c'est de là que partiraient des missiles russes si un jour la Russie décidait d'envoyer des missiles, et notamment des missiles nucléaires sur l'Europe de l'Ouest. Vous confirmez que c'est un endroit stratégique pour la Russie ? Alors, Kaliningrad a toujours été un endroit stratégique pour la Russie. Déjà à l'époque soviétique, c'est l'endroit où est stationnée la flotte de la Baltique, qui est la 3e flotte russe. Mais c'est vrai que ces dernières années, l'enclave a vécu une évolution stratégique particulière avec le redéploiement par la Russie de Vladimir Poutine de toute une série d'armements anti-aériens qui ont ce qu'on appelle une double capacité, à la fois des bombes conventionnelles et effectivement potentiellement des têtes nucléaires. Alors vous faites référence dans votre introduction à ces images de propagande de la télévision publique russe qui a montré dans un de ses programmes de l'après-midi que ça ne prendrait que quelques secondes pour les missiles Sarmat, donc qui sont des missiles qui ne sont pas encore opérationnels véritablement aujourd'hui, mais qui ne prendraient que quelques secondes théoriquement pour atteindre les capitales d'Europe occidentale. Bon, ça c'est l'épouvantail nucléaire qui est brandi par la Russie, mais il est évident que de manière plus limitée, le déploiement des armes à Kaliningrad qui est procédé par la Russie depuis 2014, depuis l'affaire de Crimée, eh bien ça complique singulièrement la sécurisation des pays baltes parce que vous avez une partie de la Pologne, une partie des États baltes qui ont leur espace aérien et leur territoire qui sont couverts par le spectre des armements russes et donc imaginons le cas d'une agression russe contre la Lituanie, par exemple, ça compliquerait singulièrement la capacité de l'OTAN à pouvoir intervenir rapidement pour sécuriser ces territoires. Il y a un autre point que je voudrais rajouter aussi, c'est que entre Kaliningrad et la Biélorussie, qui est aujourd'hui un vassal de Moscou au sens premier du terme, il y a une petite frontière, une limite de 60 km entre la Lituanie et la Biélorussie qu'on appelle le gap de Suwałki. Ouais. C'est une sorte de corridor, pour expliquer, c'est un corridor que les Russes ont le droit d'emprunter. Tout à fait, qui, dans l'hypothèse d'un scénario du pire où on aurait des velléités de la Russie d'attaquer les pays baltes, eh bien, ils utiliseraient ce territoire qui est très problématique pour l'OTAN pour fondre avec leurs troupes terrestres entre la Biélorussie et Kaliningrad. Donc ça, c'est vraiment un point de préoccupation militaire importante pour les forces de l'OTAN et pour les États baltes. Et c'est un élément qui a une valeur particulière dans toute la photographie stratégique de cette région de la mer Baltique. Voilà, et on pourrait aussi parler peut-être de l'archipel des îles Åland qui appartiennent à la Finlande, qui sont une zone démilitarisée. Et les Finlandais sont aussi en ce moment en train de se demander si c'est une bonne idée que cette zone soit démilitarisée, si ce n'est pas l'offrir quelque part aux Russes si un jour il y avait des velléités d'envahir cet archipel. Je retourne chez vous, parce que le temps tourne, Frédéric Santopinto. C'est cette question-là que j'ai envie de vous poser maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie, si elle en avait la velléité politique, a les moyens d'ouvrir un second front en Scandinavie ou vis-à-vis des pays baltes ? Ou est-ce que c'est plutôt du registre de la gesticulation et militairement, ce n'est aujourd'hui pas possible parce que toutes les forces russes sont occupées du côté de l'Ukraine ? Quelle est votre appréciation là-dessus ? Puis après, on demandera l'avis de M. Gosset.
Bon, écoutez, si vous m'aviez demandé il y a quelques mois si la Russie allait mener une guerre de grande envergure vis-à-vis de l'Ukraine, je vous aurais répondu non. Donc je voudrais être un peu prudent par rapport à cela. Mais ceci dit, vu au regard notamment des difficultés que les Russes ont en Ukraine et au regard du fait que leur armée conventionnelle est certes une armée importante, mais elle n'est peut-être pas si puissante que cela, je pense que ce serait vraiment très difficile pour eux d'envisager une action militaire vis-à-vis de pays membres de l'OTAN. Parce que dans ce cas-ci, l'article 5 de la Charte atlantique s'appliquerait immédiatement et ça équivaudrait à rentrer en guerre avec les États-Unis. Les Russes sont déjà bien occupés en Ukraine. Ils doivent par ailleurs faire attention à ne pas se découvrir en Asie centrale où il y a aussi des gesticulations, notamment de certaines républiques d'Asie centrale. Ils doivent couvrir un territoire énorme qui va jusqu'au Japon, par rapport auquel aussi il y a des différends territoriaux. Et donc, leurs capacités militaires sont limitées. Mais bien entendu, au cours des dernières années, on était souvent surpris d'un point de vue stratégique. Donc, il faut rester toujours extrêmement prudent. Mais à la rigueur, je vous dirais que j'ai du mal à imaginer les Russes en mesure d'ouvrir un deuxième front maintenant dans la Baltique. Donc, a priori non, mais on ne peut jamais jurer de rien. En 15 secondes, parce que le temps file, vous êtes d'accord avec cette analyse, M. Gosset ? Alors, je rejoins Federico sur les éléments prudents de son appréciation, en apportant toutefois comme point d'interrogation le fait qu'il y a beaucoup de forces russes qui aujourd'hui sont stationnées en Biélorussie, qui ne sont plus impliquées dans les opérations en Ukraine. Il y a l'armée biélorusse qui a été très attentiste sur la question ukrainienne, mais qui, dans la perspective potentiellement d'une fermeture de ce corridor dont nous parlions, n'a jamais vraiment clarifié ses positions. Donc effectivement, on n'est pas dans une immédiateté qui rend vraiment imaginable ce type de scénario, mais par contre, à court ou moyen terme, ça devient beaucoup plus plausible. Et donc, c'est la prudence qui doit déterminer les choix politiques et militaires. Et donc, effectivement, tous les enjeux de la Baltique et à l'égard des pays baltes sont des éléments qui doivent préoccuper les Européens et qui doivent amener à un renforcement des coopérations dans la région, parce que le risque est réel. Voilà, ce sera la conclusion de ce débat. Merci beaucoup pour vos éclairages et cet échange très instructif. Nicolas Gosset pour l'Institut Royal de Défense et Federico Santompinto pour le GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Merci à tous les deux.